Bonjour à tous, je suis Borsotal, journaliste basé à Dakar. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective 2050, une immersion produite en partenariat avec le Bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa de Luxembourg. Aujourd'hui, je vous invite à porter notre attention sur Dakar, la capitale du Sénégal, le pays qui ambitionne de devenir un moteur énergétique et industriel pour toute l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez peut-être cette ville pour son histoire coloniale et son rôle de vitrine démocratique dans une région en pleine mutation. Mais au-delà de ce portrait, il y a une autre réalité. À Dakar, la terre ne s'agrandit pas. Elle ne se contente pas non plus de border l'océan Atlantique, mais elle le défie. Dakar est une presqu'île aujourd'hui sous pression, car terriblement vulnérable face à l'avancée de la mer, à l'air pollué qui étouffe et à l'urbanisation effrénée qui redessine nos vies. Pour mieux comprendre, j'ai sillonné la ville et sa banlieue et j'ai donné la parole aux premiers concernés, les populations. Elles ont partagé leur vécu sans filtre. J'ai aussi croisé les regards d'experts de premier plan, le docteur Abdourahmane Niang, chef de service pneumologie à l'hôpital principal de Dakar, M. Pierre Goudiaby Atepa, architecte et urbaniste de renom, et le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Faye, maître de conférence, titulaire en géomorphologie et aménagement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est actuellement le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. En discutant avec d'autres chercheurs, j'ai comparé le Dakar de mon enfance à celui qu'ils nous prédisent si nous restons les bras croisés. Mon travail d'investigation ne pouvait être complet sans les évaluations du Centre de gestion de la qualité de l'air, attaché à la direction de l'environnement et des établissements classés. Nos échanges nous poussent aujourd'hui à nous poser une seule question. Où allons-nous avec cette pression qui ne cesse de monter? On a longtemps perçu le dérèglement climatique comme une théorie principalement discutée au cours des débats internationaux, comme à Nice en juin 2025, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur l'océan. Mais il suffit d'observer la dynamique des vagues sur nos côtes, tout comme la poussière dans l'air pour comprendre ses effets sur nos vies. Regardez les communautés côtières de Rufisque, de Bargny, de la baie de Han et de Thiaroye-sur-Mer. Ou plus proche encore de la ville, il y a Ngor, l'une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Elles sont toutes exposées à la furie des vagues en période de grande houle, perturbant ainsi la vie et les activités des populations locales, surtout dans le secteur de la pêche. Le paradoxe est qu'après chaque tempête, les victimes reviennent vers les débris, non pas pour récupérer des souvenirs, mais pour reconstruire et s'y réinstaller. Au Sénégal, seuls les projets de relogement à Saint-Louis au nord ont montré qu'une alternative durable est possible. Les populations de la périphérie dakaroise restent encore bloquées dans ce cycle de reconstruction précaire. Plus concrètement, quand on parle de Dakar, c'est d'abord ce qui saute aux yeux. Entre le luxe des immeubles de plus de 10 étages le long des Almadies et au plateau, aux côtés des bâtiments inachevés où squattent des familles entières qui préfèrent survivre dans la capitale plutôt que de subir la pauvreté rurale et le manque d'opportunités. C'est le cas surtout des jeunes, cette frange majoritaire de la population sénégalaise. Dakar est une ville où les véhicules dernier cri, le BRT et le TER, cohabitent avec les moyens de transport traditionnels, les fameux cars rapides, Moto Jakarta et Diagandiaï, créant un rythme urbain unique, à la fois chaotique et fascinant. En gros, à Dakar, les nouvelles technologies tentent de se frayer un chemin au milieu d'un système qui refuse de s'éteindre. Dakar, c'est aussi ce qui est ressenti. Je vous assure qu'il suffit d'une demi-journée coincée dans les embouteillages pour avoir le tournis. Le mélange de gaz émis par les moteurs à bout de souffle n'est plus qu'une simple gêne. On parle d'une épreuve physique, un danger pour les poumons de chaque citadin. Du plateau aux banlieues les plus lointaines, nous partageons tous désormais le même air saturé. Dakar est devenue une ville où l'air marin ne circule plus, donnant naissance à une génération d'asthmatiques
ou souffrant d'autres problèmes respiratoires. À l'hôpital principal de Dakar, le professeur Abdourahmane Niang, chef du service de pneumologie, est clair. Le lien entre la pollution de l'air et la santé est direct. Nous observons une exposition chronique aux particules fines issues du trafic routier, des industries, de la poussière sahélienne et de la combustion domestique. Écoutons-le. La pollution de l'air n'est pas seulement un problème environnemental abstrait, c'est également une question de santé publique, de justice et de souveraineté sanitaire. La pollution excessive expose la population à une aggravation des maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme, les BPCO, mais également les maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus. Mais également, la pollution est une source de dépenses de santé exagérées ou augmentées et de perte de productivité pour ces populations souvent malades. Il faut agir rapidement, agir maintenant pour prévenir surtout ces pathologies. Cela suppose qu'il faut inscrire la qualité de l'air ou la gestion de la qualité de l'air comme une priorité majeure. Il faut renforcer la surveillance et la transparence des données. Il faut réguler les émissions, c'est-à-dire légiférer, établir des normes pour mieux contrôler la pollution et investir également dans les secteurs industriels et également de transport pour diminuer les émissions de particules fines. Le coût de l'inaction, comme disait l'autre, sera toujours supérieur au coût de la prévention. Donc, mettons-nous et appliquons rapidement une bonne politique de prévention. Aux urbanistes et aménageurs, ceux qui sont chargés de concevoir nos habitations, nos rues, la ville, il faut savoir qu'une urbanisation non maîtrisée augmente les risques de pollution en enfermant les populations dans des zones surpolluées et favorise aussi des îlots de chaleur et la mauvaise circulation de l'air. D'où la nécessité de promouvoir des zones d'habitation, des villes bien pensées pour la santé, mais aussi pour l'environnement, avec une protection des zones d'habitat des axes polluants, éviter de mettre les axes principaux de circulation à l'intérieur des cités d'habitation, multiplier les espaces verts et laisser les corridors de ventilation, privilégier la mobilité douce et collective, notamment favoriser aujourd'hui la circulation qui n'utilise pas les énergies fossiles, avec essentiellement les véhicules électriques et les transports de masse qui se basent sur l'électricité. Et ensuite, anticiper sur le changement climatique, en sachant que l'urbanisme bien pensé est un acte médical à long terme. Avant de poursuivre, il est important de faire une précision. Entre 2021 et 2022, je n'ai pas pu obtenir de données exploitables. La raison est simple. Le Centre de gestion de la qualité de l'air a confirmé que le réseau de stations de mesure était devenu obsolète, avec des équipements vieillissants qui ne permettaient plus de garantir des mesures fiables. À partir de 2023, certaines stations avaient commencé à fonctionner, mais en nombre très limité. Cela signifie que les données existent, mais qu'elles restent fragmentaires et qu'elles ne reflètent qu'imparfaitement la réalité de l'exposition des populations. Aujourd'hui, un processus de réhabilitation est en cours pour moderniser l'ensemble du dispositif. Leur objectif est clair, c'est de disposer d'un réseau robuste, continu et crédible. Cette modernisation devrait être effective dès janvier 2026, ouvrant la voie à une lecture beaucoup plus précise de la pollution atmosphérique et de ses impacts sanitaires. J'ai échangé avec le Dr Elhaj Malik Silla, chercheur associé à l'African Population and Health Research Center et lauréat du prix de la meilleure thèse du Sénégal en 2024. De nos conversations, j'ai noté une genèse. Le problème, c'est que la ville s'est développée très vite, souvent sans planification adaptée au climat tropical. Autrement dit, le climat à Dakar change, mais la ville n'a pas adapté ses méthodes de construction aux réalités environnementales. D'abord, Dakar n'a pas développé son plan de gestion des terres depuis la grande sécheresse des années 70 et 80. L'exode rural de cette époque semble avoir dépassé les gouvernements Senghor et Diouf, car les villageois quittaient massivement l'intérieur du pays pour allier la capitale, qui affichait sécurité et espoir pour eux. Géographiquement, Dakar ne pouvait en aucun cas contenir tout ce monde affluent. Les zones autrefois humides s'étant asséchées,
la ville a commencé à s'étendre avec de nouveaux quartiers bâtis sur ses creux. Pikine, Guédiawaye, Parcelles Assainies. Des points qui, en vérité, étaient des lieux de dépôt d'eau de pluie avant qu'elle ne rejoigne l'océan. Avec le temps, les cycles ont changé. Là où la mémoire collective se montre courte, Dame Nature, elle, se souvient. Comme on le dit si bien en Wolof, Ndox du bàyyi yoonam. Fidèle à elle-même, l'eau cherche ses anciens chemins. Mais elle y trouve désormais des maisons, des écoles, des vies. Aujourd'hui, l'eau ne coule plus, mais elle stagne. Fofana, gardien de nuit, en a fait les frais en août dernier. Écoutons son témoignage. Tu vois, le matelas est tout trempé. Tout mon matériel l'est d'ailleurs. C'est le canal. S'il n'est pas entretenu, on ne pourra pas empêcher cette situation. La pluie est un phénomène naturel, on s'en remet à Dieu, mais quelque part cela fait mal de perdre la quasi-totalité de son matériel comme ça. Je ne peux pas déménager, je ne suis qu'un vigile avec des moyens limités. Parce que franchement parler sooy wax bay wax sax da ngay mooy loolu quoi da lay touché parce que boo xalaatee. man moom déménagé wu ma parce que li tax déménagé wu ma mooy sama doole poche mënumaa yóbbu ma déménagé quoi parce que man gardien laa te aussi damaa yor njaboot kon damay xool li tolloog sama poche ma nekk ci donte am naa si problème sax mais damay jàpp rek yàlla moo ko dogal. Si une bonne volonté pouvait m'aider, j'aurais bougé. Mais mes moyens ne me permettent pas d'aller ailleurs. Là, c'est un voisin qui m'a prêté une natte après que j'ai évacué l'eau avec une motopompe. Je ne peux pas payer une chambre de 50 ou 60 000 francs. Je n'ai la possibilité que pour 25 000 ou peut-être plus. Dakar ne subit donc pas seulement une fatalité climatique. Les autorités avaient cru pouvoir dompter la nature. À tort, la ville continue de payer les erreurs du passé. Par exemple, en 2012, l'État du Sénégal a lancé un plan géant de plusieurs centaines de milliards pour en finir avec les inondations. 8 ans plus tard, après des pluies records en 2020, les députés ont voulu savoir où était passé cet argent. Leur enquête a révélé que le travail a été fait aux 2/3. Des centaines de kilomètres de canaux et des stations de pompage ont été construits et cela a soulagé beaucoup de quartiers de la ville qui a essentiellement bénéficié de ces mesures, en oubliant presque le reste du pays. Longtemps à Dakar, la règle était simple. Tout ce qui était vulnérabilité, promiscuité et inondation était une affaire de banlieue. Ces zones surpeuplées, éloignées des quartiers centraux privilégiés, comme à Fann ou au Point E. Mais la tendance s'inverse aujourd'hui. Le chaos urbain a rattrapé les quartiers résidentiels. On assiste à une véritable hérésie urbaine. Des tours de plus de 10 étages qui poussent sans plan d'ensemble, au Mamelles par exemple. On voit désormais aussi des inondations dans des cités flambant neuves, comme à Ouakam. Mais pourquoi ce bouleversement alors qu'il s'agit de quartiers privilégiés? L'architecte Atepa pense qu'il s'agit d'un défaut d'aménagement, un urbanisme qui manque de bon sens. Trop souvent, ce sont les promoteurs privés qui dictent la forme de la ville, révélant une faillite politique, une absence d'autorité forte et une planification climatique rigoureuse. Pour lui, cette malconception de la ville est le premier moteur de la pollution et de tous les problèmes qui suivent. Écoutons-le. D'abord, il faut savoir que Dakar est une presqu'île et que le changement climatique agresse Dakar directement. Vous avez vu vous-même que si je prends la porte du millénaire, on a fait le monument, il y a la mer qui avance. Donc on a fait des ouvrages exceptionnels pour pouvoir arrêter la mer. Il y a également que l'hôtel Radisson voit l'agression de la mer. Donc c'est dire que ça nous impacte, ça impacte Dakar directement. Il y a également que les constructions sur la corniche font que
l'air frais ne peut plus rentrer à l'intérieur de Dakar. Mais il y a surtout qu'avec la pollution des cars rapides, c'est le plus grand danger que nous avons. Si vous prenez Bourguiba, Bourguiba lui seul doit avoir fait l'effet de plusieurs maladies de nos concitoyens. Avec tous les Ndiagandiaï qui y vont, il n'y a aucun contrôle sur les tuyaux d'échappement, pour prendre cet exemple. Donc, c'est un impact direct sur une presqu'île. Il n'aurait pas dû avoir ce genre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord un plan d'urbanisme, parce que depuis le plan Écochard, Dakar n'a pas bénéficié d'un plan d'urbanisme digne de ce nom. Il faut donc laisser les techniciens faire leur travail, ce qui n'est pas le cas. Vous avez vu que, par exemple, l'armée française a dégagé une quarantaine d'hectares et les gens veulent coûte que coûte y faire un hub, disent-ils, un hub financier. Alors que c'est un quartier populaire, on ne met pas un hub financier dans un quartier populaire. Il y a également que quand on va le faire, quid de la circulation sur la corniche? On va encore multiplier par 10 tous les problèmes que nous avons actuellement. Pour terminer, je pense que la solution est vers une refonte du fichier urbanistique de Dakar pour qu'on puisse en faire une lecture saine et qu'on prévoit ce qui va se passer demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà demain. Ces choses-là, il faut les prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, malheureusement, on essaie de guérir quand le mal est déjà fait. Donc, à mon avis, il faut une bonne lecture de ce qui nous attend. Ce qui est là est déjà là, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir? D'abord, il faut des études d'impact qui n'ont pas été faites. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Est-ce que quelqu'un a financé une étude sur l'avenir de Dakar? Une étude sur la pollution de Dakar qui un jour, d'après ce qu'on m'a dit, était la ville la plus polluée du monde, même devant Delhi. Commandez-nous, aidez-nous à avoir des études d'impact avec des propositions qui nous permettent, nous, de voir ce qu'on va faire. Parce qu'actuellement, c'est le chaos. Vous savez, on ne déplace pas les communautés comme ça. Si vous voulez les déplacer, il faut d'abord leur dire comment et pourquoi et quels gains ils vont avoir dans le déplacement. On avait bien eu l'idée de créer de nouveaux pôles urbains. Et Diamniadio en était un. Sauf qu'ils n'ont pas fait les études d'impact ou les études qu'il fallait pour savoir que Diamniadio, c'est de l'argile gonflante. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de créer encore une fois de nouveaux pôles urbains. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons le TER. Et si vous suivez le TER qui va aller jusqu'à Thiès, le long, on peut bien imaginer des pôles urbains tout au long du TER, parce que le plus important, c'est la mobilité urbaine. Et on n'a pas fait d'études sérieuses sur la mobilité urbaine. Maintenant qu'il y a le TER, qu'est-ce qu'on fait pour qu'au long du TER, jusqu'au-delà de Diamniadio, jusqu'à l'aéroport, qu'on puisse faire des clusters? Comment on développe des petits pôles qui puissent nous aider à décongestionner Dakar? La priorité, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a aucune étude. Financez-nous des études d'impact qui nous disent attendez, voilà ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas. Déjà, la mobilité urbaine, comme je vous ai dit, le pire axe de Dakar, c'est Bourguiba. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut peut-être renforcer les contrôles techniques. Ça, c'est l'administration qui ne fait pas son travail. Il y a même un phénomène que les gens oublient, c'est la pollution sonore. Nous qui sommes sur la corniche, parfois on ne dort pas. Vous avez des gens, des motos qui vous jettent des décibels, on n'en peut finir. Ils ne sont jamais arrêtés, personne n'a jamais arrêté un gars parce qu'il fait du boucan à 2h du matin. C'est de la pollution, ça aussi. Mais il n'y a rien. Prenez les comment vous les appelez? Les Jakarta. Il faut une seule décision administrative
que tout le monde porte le casque. Si tu ne portes pas le casque, tu ne circules pas. Ils l'ont fait à Lomé, ils l'ont fait au Bénin. Même cette décision-là, on ne peut pas la prendre. Ça veut dire que c'est un pays qui ne veut d'abord pas se respecter et qui ne veut rien respecter. Rien que ça, le port du casque, s'ils ne le font pas, parce que ça fait partie de la pollution. Rien que le port. Vous avez vu avec des très rarement. Et quand ils prennent quelqu'un, non. Rien que ça. Les traumatismes qu'il y a à l'hôpital, plus de la moitié aujourd'hui, c'est des gens qui ne portent pas le casque. Parce que si tu portes ton casque, tu tombes, bon, tu as au moins une chance de t'en sortir. Mais si tu n'as pas le casque, tu es mort ou tu as un traumatisme. Et c'est la même chose pour la pollution sonore et pour la pollution elle-même. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un arrêter un Ndiagandiaï parce qu'il sort du gaz dans son tuyau d'échappement, quelque chose qui n'est pas régulier? Non. Et il faut également, pour ça également, vous avez vu 2 voitures électriques qui sont garées ici. Qu'on commence la transition vers les véhicules électriques. Mais ça aussi, c'est très simple. Il suffit de diminuer les taxes sur les voitures électriques. Et vous allez voir que dans 4, 5, 6 ans, on va réduire la pollution. On ne va pas faire de nos pays des mouroirs. Parce que c'est ça. Les accidents, il y a trop d'accidents parce que les voitures sont trop vieilles. Ça aussi, il faut se lever contre ça. C'était une décision politique, oui. Je comprends les politiques, mais ça, c'était une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision qui va faire que le cancer, le taux de gens qui vont avoir le cancer du poumon va augmenter et d'autres pathologies. L'avenir, c'est aux véhicules électriques. J'en ai 2 là. Vous savez combien ça coûte de faire 400 km en voiture électrique? 7 000 francs CFA. Et il suffit simplement d'avoir des décisions administratives et de les accompagner. On ne va pas être la poubelle de l'Europe. Je suis désolé. Et si on fait les choses comme on doit les faire, les voitures électriques vont coûter moins cher que les autres voitures. C'est clair. Mais c'est des décisions administratives qu'il faut prendre et qu'il faut implémenter. Donc l'infrastructure devient un déterminant pour faire face aux crises actuelles. Mais au-delà du confort, c'est une question de survie. Quand l'environnement devient une menace pour notre santé, nos revenus ou même notre vie, la question de la mobilité se pose. Faut-il alors franchir le pas et dire que le climat est devenu un moteur de migration? C'est le grand débat qui divise les experts. Mais une chose est sûre pour le docteur Cheikh Ahmed Tidiane Faye, universitaire et directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Une ville qui ne respire plus pousse inévitablement ses habitants vers l'exil. Écoutons-le. Je peux commencer par une assertion en disant que le changement climatique ne fait pas seulement monter les eaux ou les températures, il met aussi en mouvement les populations. La migration aujourd'hui peut être considérée comme étant l'un des visages les plus humains du dérèglement climatique. À Dakar, cette assertion n'est pas une métaphore, c'est une réalité vécue chaque jour. Pour la comprendre, il faut regarder hier, aujourd'hui et demain. Il y a 40 ans ou 50 ans, le Sénégal était encore largement rural. Plus de 60% de la population vivait de l'agriculture, les saisons étaient plus prévisibles, les terres nourrissaient encore. On quittait le village parfois, mais souvent de manière temporaire. La migration était saisonnière, circulaire. Dakar attirait bien sûr, mais la ville comptait alors moins d'1 million d'habitants. La mobilité était un projet, pas une fuite. Aujourd'hui, le climat a changé et avec lui les raisons de bouger. Dans certaines régions du pays, jusqu'à 30 ou 40% des terres agricoles sont dégradées. La pluviométrie est devenue irrégulière. La salinisation progresse et la mer avance d'environ 3 mm par an. Ce ne sont pas toujours des catastrophes soudaines. Ce sont des ruptures lentes mais profondes. Résultat, la mobilité devient une stratégie de survie. Dakar concentre aujourd'hui près de 25% de la population sénégalaise sur moins de 0,3% du territoire national. La région de Dakar dépasse désormais 4 millions d'habitants. Chaque année, 60 à 80 000 nouveaux arrivants s'y installent, dont une part importante vient des zones fragilisées par le climat.
Mais Dakar est elle-même vulnérable. Plus de 40% des habitants vivent dans des zones exposées aux inondations. La pollution de l'air dépasse souvent 3 à 5 fois les normes de l'OMS. Les transports représentent près d'un tiers des émissions urbaines. La ville refuge, on pourrait qualifier Dakar de ville refuge, et cette ville refuge devient aussi une ville sous pression climatique. Aujourd'hui à Dakar, les dérèglements climatiques ne s'arrêtent pas à l'arrivée en ville, ils continuent dans les déplacements quotidiens. Un habitant peut passer 2 à 3 heures par jour dans les transports. Les ménages modestes consacrent parfois jusqu'à 20% de leurs revenus à se déplacer. Pour les migrants climatiques internes, la mobilité devient une double peine. Éloignement des emplois, exposition à la pollution, à la chaleur, aux inondations. Ici, la mobilité est une question de santé, de dignité et de justice sociale. Pour beaucoup aussi, Dakar n'est pas une destination finale, c'est une étape. Au Sénégal, plus de 70% des migrants internationaux ont d'abord connu une migration interne. La ville joue souvent le rôle de sas. Quand l'insertion échoue, quand la précarité s'installe, le projet de migration se prolonge. Le climat n'apparaît jamais sur les formulaires administratifs, mais il est souvent à l'origine du premier déplacement. D'ici 2050, le changement climatique pourrait déplacer des centaines de milliers de personnes supplémentaires à l'intérieur du pays. La question n'est plus de savoir si la mobilité climatique va augmenter, parce qu'elle va augmenter. La vraie question est, allons-nous la subir ou l'organiser? Organiser la mobilité climatique, c'est renforcer les territoires d'origine, c'est développer des villes secondaires attractives, offrir à Dakar des logements dignes et des transports publics propres, accessibles et résilients. Ce n'est pas seulement une politique climatique, c'est une politique de stabilité sociale et humaine. Hier, la mobilité était un choix. Aujourd'hui, elle est souvent une contrainte. Demain, elle peut devenir une adaptation collective si nous savons l'anticiper. À Dakar, le changement climatique ne déplace pas seulement des lignes sur une carte. Il met des femmes et des hommes en mouvement. Et c'est peut-être là son visage le plus humain. Cette conclusion donne une raison pour s'alarmer. Le climat est en train de grignoter, petit à petit, l'avenir de notre presqu'île. Ce que nous voyons à Dakar, les inondations répétées, la pression sur les quartiers, les migrations internes et internationales, n'est pas une exception. C'est un avant-goût de ce qui attend tout le pays si nous ne reprenons pas le contrôle de notre environnement. Dakar est à la croisée des chemins. Le changement climatique n'est plus une projection, mais bien une réalité quotidienne. Tous les experts et citadins rencontrés partagent le même avis. Il y a une piste pour agir. C'est préparer Dakar aujourd'hui pour protéger le Sénégal de demain. Investir dans une mobilité urbaine durable, des infrastructures résilientes et la planification anticipatrice des migrations climatiques pour transformer cette menace en opportunité. En d'autres termes, le changement climatique n'est pas une fatalité, mais il est urgent d'agir maintenant. On ne parle pas seulement de climat, de pollution, de santé et de mobilité humaine, mais de justice. À l'aube de 2026, avec la promesse d'une énergie plus accessible, nos collectivités ont une opportunité historique, celle de ne plus seulement gérer la crise, mais de reprendre le pouvoir sur notre espace de vie. Car si le changement climatique est mondial, la solution, elle, sera locale ou elle ne le sera pas. L'État du Sénégal devra s'imposer pour construire des territoires résilients, équilibrés et durables. Bonne année à tous et meilleurs vœux.